voilà, et après devant vous, vous avez du coup le DAL, c'est le distributeur automatique de lait. Donc en fait, nous c'est un système tout bête, c'est que... Voilà, donc l'objet de cette réunion de ce matin, c'est de faire un point débat autour de l'innovation, si je puis dire, à la campanienne, mais plus largement française en matière d'agriculture. Comme toujours, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Cantal étaient extrêmement présents lors du salon de l'agriculture à Paris, pendant plus d'une dizaine de jours. Et on a pu voir l'essentiel de l'innovation dans ce domaine-là. Donc ce matin, on accueillera également Sébastien Crépieux, qui est l'ambassadeur pour tout le sud-est de la ferme digitale. Vous verrez que ça bouge énormément. Et ça bouge ici aussi dans ce département, puisqu'il y a 3 ans, Bruno Faure, à qui je vais passer tout de suite la parole, a mis en place un dispositif d'aide et d'accompagnement des agriculteurs campaniens en matière d'innovation. Bruno, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Je voulais saluer Fabrice, que je vois à l'écran, qui était dans le Cantal il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un habitué du département. Effectivement, au niveau du département, c'était au moment du Covid d'ailleurs, on avait souhaité lancer un plan dans le cadre d'un plan de relance, un plan de modernisation des exploitations, notamment autour du numérique. Alors pourquoi numérique et exploitation? Parce que effectivement, les agriculteurs cantaliens en particulier, mais d'une manière générale, sont toujours très à la pointe à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas forcément la relation. Alors, des fois, par obligation, on leur a demandé d'utiliser le numérique. Je rappellerai simplement que les déclarations PAC avaient une durée, effectivement, qu'on a imposé effectivement aux agriculteurs, enfin, qu'on leur a imposé, incité, imposé quand même à faire leur déclaration par le numérique. C'est vrai qu'ils sont suivis aussi par des satellites, donc voilà, c'est mon voisin de droite, notre DDT. Et c'est vrai qu'on ne fait pas souvent la nation, mais il y a également les robots de traite. Il y en a quelques-uns effectivement dans le département. Et donc, comme on est un pays d'élevage, on s'est inquiété, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait aider les agriculteurs? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils connectés qui font partie maintenant du quotidien et qui permettent soit de faire un peu plus, soit, j'allais dire, d'améliorer ces conditions d'exploitation, les conditions de vie. J'en ai parlé à tout ce qui est détection de chaleur, détection de vélage, voire les systèmes de vidéosurveillance dans les stabulations pour surveiller les vélages. C'est tout ce type d'équipement, effectivement, qui permet de faciliter je veux dire, l'exercice d'éleveurs dans le département du Cantal. Donc on a mené un programme spécifique pour ça, qui était, comme je le disais en introduction, orienté sur un plan de relance. Et puis finalement, il a bien marché, puisqu'il y a plus de 330 éleveurs qui ont bénéficié de ce programme sur le département. Alors, 330, il faut le mettre en rapport aux 4000 agriculteurs du département. On a touché un nombre important en l'espace de 2 ans, donc on a décidé effectivement de renouveler ce type de programme auprès des éleveurs. Merci Bruno Faure. Effectivement, un département assez pionnier en termes d'accompagnement de la transformation des exploitations, sachant que derrière, il y a un enjeu, on y reviendra avec Chantal Corps, mais il y a aussi des enjeux de transport. Très très fort, il est très difficile de transmettre une exploitation si elle n'a pas été modernisée, si elle ne dispose pas d'équipements modernes et qui permettent aux futurs agriculteurs que vous êtes eh bien, de se projeter dans une activité qui ne sera pas du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par an, et qui permettra de libérer du temps et travailler peut-être un peu différemment. Fabrice Madbouk, donc à la région, quand on s'est vu au salon de l'agriculture, vous m'avez dit si on n'innove pas, on s'en sortira pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bonjour à tous et à tous. Attendez, j'ai un retour d'écho. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au Bruno. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin en direct et ce sera d'ailleurs un passage rapide avec vous, mais c'était important effectivement de pouvoir se dire quelques minutes du côté de la région sur les sujets qui nous occupent. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça et pourquoi j'ai pour l'habitude de le dire d'ailleurs? C'est parce qu'en réalité, nous sommes face à un nombre de défis. Aujourd'hui, et j'y reviendrai, les défis qui attendent l'agriculture sont diverses et dans le même temps,
on nous demande quelque chose de très simple, c'est de produire pour pouvoir assurer l'alimentation du mieux possible d'un groupe qui finalement est lui aussi toujours plus important. Et donc, pourquoi est-ce que l'agriculture ne provoquerait pas la technique comme finalement toutes les autres activités ont pu la provoquer à un moment donné? C'est de là qu'on a cette remarque tout simplement de dire si on ne pas, nous sommes foutus. L'autre élément, c'est qu'en réalité, on voit bien, et c'est propre à l'agriculture comme c'est propre au territoire de montagne, si on existe de manière aussi historique et aussi séculaire, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a su s'adapter. Alors on n'appelait pas ça forcément innovation à l'époque, on prenait les choses comme elles venaient, et puis on les adaptait en fonction d'un contexte qui est en évolution, d'attente sociétale ou de destruction qui peut aussi être en évolution. Et comment est-ce qu'on traduit du côté de la région? De manière assez simple, avec les soutiens qu'on peut venir apporter dans le cadre de ces actions justement de recherche et d'innovation. Le programme PADR, on vient d'adopter le plan stratégique national qui se met en place depuis le début de l'année, qui est doté dans ce cadre-là, sur la programmation, de 5 millions d'euros, ce qui nous permet d'avoir un premier axe de travail. L'autre élément que je veux apporter sur cette affaire, c'est que les plans de filière sur lesquels nous travaillons actuellement, on va encore en voter jusqu'à la fin du premier semestre, ici, l'ensemble de ces plans de filière ont ce point commun d'avoir toujours une mention relative à la recherche, relative à l'innovation. Si on le fait, c'est parce qu'on est bien conscient que ces fameux enjeux que je vous ai référencés tout à l'heure, nous les relèverons de manière plus aisée en s'associant de la technique, en s'associant de l'innovation. On a la chance aussi d'avoir sur notre territoire régional et puis plus partagé à l'échelle aussi nationale, ces stations expérimentales. Et ça, c'est pas né d'hier. Ces stations expérimentales qui nous permettent, eh bien, sur des milieux donnés, sur des espaces qu'on aura définis, d'avoir de l'expérience et du test pour imaginer ce qui peut marcher ou ce qui marchera moins. Typiquement, je vous donne un exemple pas dans le contact, qui est en Drôme, la CEPRA, autour des fruits, qui travaille aujourd'hui sur la question d'une couverture solaire pour aller vers quelque chose qu'on pourra considérer comme de l'agrivoltaïsme, avec des résultats particulièrement intéressants. Mais il faut qu'on en passe par là. Il faut que ça se fasse avec le soutien de partenaires qui sont engagés au service de l'innovation pour pouvoir, sur quelques années, avoir cette zone test qui nous permet de se dire on peut couvrir dans tel pourcentage de couverture. On a des résultats mesurés sur la production, sur la question de l'aléa graine, sur la question de la sécheresse, sur la question de la croissance même des végétaux qu'on aura sur ce couvert, pour qu'à un moment donné, et ensuite, on puisse rentrer dans une phase de vulgarisation de cette analyse, de cette recherche, et ensuite, ma foi, le commerce fera son affaire, en s'emparant de ces évolutions pour pouvoir proposer, et bien tout simplement, des matériels qui ont été adaptés, ou des techniques qui ont été adaptées. Dans ce moment où on nous parle tous les jours de l'eau, en ce moment où on nous parle tous les jours d'une potentielle sécheresse de réchauffement de température, eh bien, il faut aussi s'autoriser de regarder quels sont les végétaux qui peut-être seront plus adaptés demain, quelles sont les pratiques culturelles que nous mettions en œuvre, quelles sont les conduites de troupeaux qu'il faut que nous fassions évoluer. Et ça aussi, même si ça paraît très opérationnel, ça contribue de ce que l'on peut faire autour de cette recherche, en tous les cas, de cette analyse de pratique pour qu'à un moment donné, on puisse innover dans la manière de produire. Et puis on a notre programme Pépite, du côté de la région, qui est bien connu de ce qu'il apporte sur le terrain, avec aujourd'hui 60 projets qui sont en cours. La question du changement climatique est évidemment très importante dans ces différents projets, puisque 50% d'entre eux, à peu près, sont orientés autour de cette question du changement climatique, en tout cas les évolutions
qui sont autour de nous. Et là encore, l'idée, c'est de pouvoir traiter de différentes thématiques dans le cadre de ces programmes, qui sont du coup accompagnés financièrement, pour qu'à un moment donné, on soutienne ces aspects de recherche, ces aspects d'innovation, ces aspects de développement. On va parler évidemment aussi des aspects carbone, dans la manière avec laquelle on met en œuvre les process. On va évoquer les questions de construction. On parle beaucoup, et vous y faisiez référence tout à l'heure, de la question de la protéine. Comment est-ce qu'on va aller chercher cette protéine demain? Est-ce que la réponse se trouve dans des techniques qu'on n'a pas forcément utilisées jusqu'alors pour notre peau? Moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est ça le propre de ces moments de recherche et d'innovation, c'est qu'on accepte ensemble, quelque part, de se mettre en danger. Ça, c'est la phase d'innovation. De mettre des moyens pour un résultat qui n'est pas connu par avance. C'est la phase de danger. Et c'est là où se trouve la force de la collectivité régionale, des collectivités d'une manière plus globale, si vous êtes en contact, c'est par hasard, où à un moment donné, la collectivité, en tout cas la force publique, dit ok, on est convaincu qu'il faut aller chercher des plans d'innovation. On voit que certains acteurs de nos métiers sont prêts à se mettre en danger, de mettre en danger une partie de l'économie. On est là à côté pour accompagner, enfin, de quoi évidemment, c'est ça aussi qu'il faut travailler, et soutenir ou amortir en cas de casse, pouvoir être là en tous les cas, en appui, en soutien de ceux qui sont engagés dans ces démarches-là. Et c'est ce qui fait tout ça, si vous voulez, que lorsque je vous ai croisé, je vous ai dit, comme je l'ai dit à l'autre, si nous voulons exister demain, ça passera inévitablement par la recherche et l'innovation. Merci beaucoup, Fabrice Falcouk, c'est effectivement très clair. On entend le soutien effectivement de la région qui résonne comme toujours aussi en termes de filière et de structuration de filière, c'est un peu sa marque de fabrique. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. On prend à vos obligations et voilà, ça fait plaisir de se parler d'une montagne et d'une autre. Bonjour à vous, belles âmes. Merci à vous, bonne journée. Moi, je suis content du résultat de vos travaux et du monde toujours. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci encore. Chantal Corps, donc ici dans le Cantal, on le voit avec Bruno Faure, il y a presque 10% des agriculteurs qui sont allés vers ces aides à l'innovation. Comment vous percevez ce besoin? Quels sont les objectifs finalement de ces innovations? Qu'est-ce qu'attendent les agriculteurs cantaliens des innovations qu'on serait susceptible de leur proposer? Je veux juste remercier évidemment le département qui accompagne les agriculteurs dans ce mouvement. Je pense qu'effectivement 10% c'est un chiffre, mais c'est sûrement pas la réalité parce qu'il y en avait déjà qui étaient équipés et qui n'ont pas bénéficié. Il y en a d'autres qui vont sûrement en bénéficier. Et moi je suis persuadée que c'est un formidable atout déjà pour attirer des jeunes, parce que c'est des outils, même si ça peut des fois paraître des gadgets, c'est des outils qui nous aident dans la vie quotidienne. Quand on a par exemple équipé nos vaches de systèmes de détection de chaleur, c'est aussi quelque part, on n'est plus dans les générations qu'on a connues il y a quelques années, où les gens étaient dans leur bâtiment quasiment toute la journée, et puis revenaient le soir boire, et donc quelque part rien leur échappait. Aujourd'hui, on a nombre de jeunes qui n'habitent plus sur le siège d'exploitation, et c'est leur choix, c'est comme ça, ils ont souvent un conjoint qui travaille pas sur l'exploitation, et du coup, c'est aussi économique, parce qu'on n'a pas besoin d'aller au milieu des animaux pour voir s'il y en a une en chaleur, et il faut le faire inséminer. Donc, ça peut paraître du détail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut changer la vie au quotidien et qui peut peut-être, alors je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, qui peut peut-être attirer des jeunes aussi sur ce métier, parce qu'on le sait, c'est un métier qui effectivement est passionnant et qui est
Et quand on le fait, c'est qu'on embrasse quand même cette passion. Mais la passion, elle a aussi des limites. Il faut aussi pouvoir avoir une vie familiale et une vie à côté. Et je pense que tous ces outils, ils nous aident à mieux gérer, à faciliter le travail. C'est vrai que Bruno a parlé tout à l'heure des robots de traite. Moi, je suis en production, je fais partie des gens qui, il y a 15 ans, ont dit on ne verra pas bien ça dans notre département. Et c'est l'inverse. On voit qu'aujourd'hui, oui, nombre de jeunes en particulier, pour ne pas se désengager de la production laitière, ils font le choix du robot de traite. Et bien, je trouve qu'il faut être ouvert à toutes ces innovations parce qu'on est dans un pays où on a besoin de produire pour manger. Ça, je pense que trop de citoyens l'oublient, parce qu'on a tous l'impression que s'il y a de la marchandise dans tous les supermarchés, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Je pense que les gens seraient surpris de savoir à quel point on est dépendant des autres pays. Donc, si on veut conserver une agriculture dynamique, une politique d'alimentation pour les citoyens, je pense qu'il faut qu'on utilise tous les leviers et l'innovation en fait partie. Merci Chantal Corre. Je voulais un instant sur cette question de l'attractivité, effectivement, de la profession, puisqu'on a avec nous des étudiants en agriculture. 14 millions d'agriculteurs en 1900, 1 million en 2000, 400 000 aujourd'hui. Bientôt ce sera aussi rappelé tout bim, parce qu'ils ont la même préoccupation de ne pas faire un métier de servitude. Les technologies peuvent vraiment aider à gagner du temps. Vous le constatez par rapport à ce que vous pouvez regarder depuis la chambre? Ah oui, c'est certain qu'aujourd'hui, les technologies font gagner du temps ou du confort de travail. Parce que c'est un réel problème, et effectivement, même dans notre département, il ne faut pas se le cacher, on n'a pas une installation qui ne part à la retraite. Donc, de toute façon, aujourd'hui, même si on pensait, si certains imaginaient qu'il suffisait d'être fils d'agriculteur pour devenir agriculteur, et puis pour que les générations perdurent, on sait déjà, d'ores et déjà, qu'il n'y a pas assez d'enfants d'agriculteurs, si tant est que tous choisissaient ce métier. Donc, on n'a pas le choix. Il faut aller attirer des populations autres. Je suis bien placée pour le dire parce que je n'étais pas d'origine allemande. Donc, je pense que c'est comme dans tous les métiers ou dans tout ce qu'on fait dans la vie, quand on veut, on peut. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie, si vous n'étiez pas fille d'agriculteur, qu'est-ce qui vous a dirigé vers ces métiers? Mais dans ma tête, c'était où j'étais béton ou j'étais agricultrice. Voilà. Vous êtes rentré par l'animal? Oui, mais je pense que. Par le son animal? Oui, puis enfin, voilà, j'avais sûrement une affection particulière. Alors après, ça s'est traduit par une affection particulière. Mais je pense effectivement que oui, les choix se font. Des fois, c'est le hasard de la vie qui fait que, et les choix se font bizarrement, quoi. Merci. Petite quiz rapide avec nos lycéens. Ceux qui sont enfants d'agriculteurs, si vous pouvez juste lever la main. C'est moins de la moitié, effectivement. Merci aux autres. Puis merci à vous d'imaginer reprendre cette activité que vous connaissez bien pour y avoir grandi. Éric Cazasu, justement, on va rester dans cette question des lycéens et de l'accès à ces métiers, à cette profession d'agriculteur. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez, par rapport à votre parcours, une évolution de la population étudiante dans ce domaine-là? Ça a sacrément évolué. J'ai du mal à dire aujourd'hui, même le lycée agricole. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est moins de 16% de nos apprenants qui sont issus du monde agricole, qui sont dans nos établissements. Moins de 16%. Bon, il faut reconnaître aussi qu'on a développé d'autres filières de la production agricole, ça peut être la microbiologie, la transformation alimentaire, l'aménagement, etc. Mais ce n'est que 16% et ce chiffre ne fait que décroître. Donc c'est relativement important en termes d'évolution à prendre en compte.
Un deuxième chiffre, c'est que aujourd'hui, notamment sur le Cantal, on va avoir les conférences nationales d'agriculture, mais plus de 40% d'installations, c'est hors cadre familial. Ça veut dire qu'on n'atteint pas les 200 installations par an dans le Cantal si on ne fait pas appel à des gens extérieurs au monde agricole. Mais pour répondre aussi complètement à votre question, on parle d'innovation. Alors déjà, je voudrais rappeler une chose, c'est que l'innovation, c'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on passe dans l'agriculture, et Monsieur le Président du Conseil départemental le rappelait. Deux, il ne faut pas en avoir peur. Juste pour rappeler, vous parlez d'innovation importante dans l'histoire de l'agriculture depuis le néolithique. Lorsqu'a été créée l'agriculture, vous savez, on a eu des grosses innovations. On a connu pêle-mêle la rotation, l'irrigation. Alors aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident, mais à l'époque, c'était une révolution. La fertilisation, la sélection des semences, la domestication. Aujourd'hui, tout ça nous semble tellement naturel, ça veut dire qu'une innovation d'aujourd'hui, demain, ça sera tellement aspect que ça deviendra une habitude. Donc, c'est finalement comment on passe la transition. Alors, moi, je suis content que le conseil départemental ait bien avant, à travers cet agriforum, le déploiement de ces nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, le virage, il est complètement là. Alors, deuxième point sur lequel je tiens à être très clair, notamment avec les apprenants, c'est que le progrès, c'est en aucun cas le reniement des connaissances passées. Ça veut dire qu'il vient se bâtir sur des connaissances préexistantes. Et moi qui viens du monde du rugby, les fondamentaux, ils restent. Il ne faut pas rêver. Quand on prend l'agroécologie, si on ne connaît pas l'agronomie, je suis désolé, vous pouvez mettre tous les robots du monde, ça ne remplacera pas l'intelligence humaine, la connaissance humaine. D'ailleurs, une phrase que j'adore qui est de Sioran, elle dit le progrès, c'est l'injustice que fait chaque génération à l'égard de celle qui l'a précédée. Ça veut dire que chaque génération apporte sa pierre forcément à l'édifice et qu'au final, c'est une injustice, mais bon, arriver trop tôt, c'est avoir tort à toute chose, mais arriver trop tard aussi sur le progrès, c'est un danger. Et bien entendu, il faut qu'un établissement soit à la pointe de la chose. Pourquoi? Parce que nous, on éduque déjà les générations de demain. Et pour eux, dans un établissement, demain, c'est déjà aujourd'hui. Parce que si dans les établissements, on n'est pas à la pointe, ça veut dire qu'il y aura un retard plus important dès qu'ils sortiront de leur formation. Alors nous avons, avec vous, organisé la journée, notamment cet après-midi, avec la visite de l'exploitation, et on va voir qu'on peut illustrer tout ça très concrètement. J'ai souhaité que dans le projet d'établissement, avec l'ensemble de la communauté éducative, on puisse proposer non pas une cathédrale sur l'exploitation, mais plutôt une ferme catanienne classique, mais avec un showroom, entre guillemets, d'éléments numériques et robotiques qui puissent servir de base à des points importants sur lesquels je vais revenir. Et cet après-midi, Madame la Ministre des Exploitations, Madame Pierre Baudré, vous présentera aussi l'impact économique, temps de travail, pénibilité de l'ensemble de ces outils. Parce que là aussi, si ça coûte trop cher et que ce n'est pas rentable, on aura du mal à le mettre en place sur une exploitation lambda. Alors, je retiendrai 3 points importants qu'on s'est fixés, nous, en interne, sur la mise en place du numérique et de la robotique dans l'exploitation. Madame Paul le rappelait, la première de tout, c'est d'abord, nous, dans les établissements, il faut qu'on attire dans les métiers de l'agriculture. Ce n'est pas de les former, les filles, mais d'attirer. Quand on voit le nombre d'agriculteurs qu'il y a en France, vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il faut développer l'attractivité des métiers, mais le génocide agricole, il a déjà eu lieu depuis longtemps. Quand on est passé de plus de 40% d'une population active à la sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, à 1,5% aujourd'hui, même si on se bat, le nombre d'agriculteurs, on n'ira pas au-delà des 1,5% de la population. Donc on a un enjeu de souveraineté. Moi je me félicite d'une chose, c'est que notre ministère ne s'appelle plus ministère de l'Agriculture, mais ministère de l'Agriculture
et de la souveraineté alimentaire. Ça nous donne un objectif et une fierté supplémentaire obligatoire. Et dans l'attractivité, le choix du numérique, il n'a pas comme but économique ou autre, c'est aussi d'attirer les jeunes qui sont faits de l'ensemble des techniques du numérique. La deuxième chose, c'est dégager un revenu. Oui, l'agriculture, je suis désolé, mais ça restera une activité économique. Donc, il faut d'abord vivre et bien vivre de son métier. Madame Paul le rappelait tout à l'heure, la passion c'est joli, mais ça ne fait pas vivre jusqu'à la retraite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis le troisième point, c'est de réduire le temps de travail et se libérer du temps pour une vie amicale, pour une vie familiale, pour des loisirs. Et ce phénomène s'est accéléré avec le Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un simple métier où on entendait souvent ces 80 heures par semaine. Si on continue à véhiculer ce message-là auprès des jeunes, on n'aura plus personne. Je vous rappelle qu'on se compare aux 35 heures dans le monde salarial, on parle toujours de réduction du temps de travail. Je suis désolé, mais l'agriculteur lambda, il est un citoyen comme l'autre. Il ne doit pas aller dans l'autre sens de la société, sinon il le paiera très cher. Donc on veut un projet plus attractif pour des jeunes, y compris les jeunes hors cadre familial, c'est la proportion qui augmente le plus. Deuxièmement, rémunérateur. Et on arrête de parler de passion, mais on parle aussi de rentabilité économique d'une exploitation, et ce n'est pas vulgaire, loin s'en faut. Et ensuite, moins chronophage pour développer une vie. D'ailleurs, de plus en plus, nous attirons des. C'est dur de dire jeunes installés aujourd'hui. Alors, oui, à mon âge, oui, tout le monde nous paraît de plus en plus jeune, c'est vrai. Mais on installe des jeunes de 40 ans, 45 ans, qui viennent de la ville. Mais ils ne viennent pas s'installer à l'agriculture. Ils montent une entreprise agricole, mais ils viennent faire un projet de vie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là, ils ont été habitués par exemple 35 heures, et ils voudraient pouvoir faire une activité agricole qui est à peu près sur ce même. Je finirai sur, j'adore les phrases parce qu'il y a des auteurs très très intelligents qui ont un peu de mots développé des idées très complexes, donc je ne vais pas leur faire concurrence et je n'aurai pas l'opportunité. Il y avait Oscar Wilde qui disait que le progrès n'est que l'accomplissement de nos utopies. La première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est de rêver à notre ferme idéale. Et j'incite les jeunes à penser à ce qu'ils veulent faire, au lieu de commencer par c'est la ferme qui va m'imposer des contraintes. C'est moi qui vais imposer des contraintes à la ferme. Et le numérique et la robotique sont là pour les aider. Tout ce qu'on met en place sur l'exploitation n'a pas vocation à être pris par tout un chacun. Par contre, ils pourront choisir en fonction de ce qu'ils veulent. Je parlais l'autre jour d'une chose, et pourquoi un jour on ne serait pas en retraite sur une exploitation laitière? Des études montrent qu'il n'y a pas plus de problèmes sanitaires. Oui, on perd de la quantité de lait. 30%. Est-ce que ce n'est pas plus ou moins malin d'avoir 30% d'aliments en plus? Si vous mettez un gros repousseur, vous savez par exemple, le verrez cet après-midi, on a mis en place sur l'exploitation, on gagne 10% de production. Tiens, il ne reste plus que 20% à combler. Et est-ce que 20% de lait à moins, ça ne vaut pas le coup d'être libre à 17h pour aller chercher ses enfants à l'école? Parce que ça, vous le reverrez plus dans votre vie. Hein. Si vous l'avez coupé, c'est pas qu'ils auront 18 ans qu'ils vont pouvoir venir les chercher à l'école. Hein. Vous verrez, il faudra s'arrêter bien avant. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Est-ce que le revenu peut être sacrifié? Moi, je pense pas. Mais il y a plein d'autres techniques. Aujourd'hui, le numérique, il est déjà présent. Il faut peut-être qu'on l'accentue, mais un distributeur automatique de concentré, c'est du numérique. Un distributeur automatique de lait, c'est de la robotique. Un repousseur de fourrage, c'est de la robotique. Un détecteur de chaleur, on a encore en parlé tout à l'heure, une évolution formidable. Une caméra de village. Au lieu de me lever chaque heure, depuis, alors bon, c'est pas le programme extraordinaire qu'on peut avoir au pied du lit sur une caméra, mais au lieu de se lever de la maison, ça permet par exemple de voir si on doit intervenir ou pas. L'humain, il
faudra qu'on intervienne toujours. Mais il faudra intervenir de manière rentable, opportune, et pas de manière aléatoire. Donc voilà, nous, sur l'enseignement, c'est incontournable dans le cadre effectivement du revenu de la facilité de travail du talim, mais surtout, et c'est un défi pour nous, c'est l'attractivité de ces métiers, parce que demain, la souveraineté, si on n'a plus d'agriculteurs, elle sera plus dans l'alimentaire, elle ne pas. Merci. Merci beaucoup Eric Cazassu pour ces messages effectivement qui nous montrent que avant tout un porteur de projet et un entrepreneur aussi, une entrepreneuse évidemment, qui construit sa vie et qui ne rentre pas forcément dans la carrière telle qu'elle était celle de nos pères et de nos grands-pères, mais qui peut inventer son métier un peu au quotidien. Eric Cazassu parlait de souveraineté, Jérôme Péchaud, c'est un vrai sujet pour l'État, la souveraineté alimentaire, une relation constante entre l'État et le monde agricole pour notamment la loi Egalim. Donc aujourd'hui, cette préoccupation au sens large qu'elle joue notamment dans le cadre des plans de relance. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas entendu votre question. Quel est le rôle du point de vue de l'État dans l'innovation agricole, notamment? Ça a été largement évoqué, quelques minutes. L'innovation est à la fois une chance, une nécessité pour l'agriculture et pour son évolution. Alors c'est vrai que quelles productions sont davantage porteuses de tradition et d'authenticité que celles qui sont issues de l'agriculture. Et cette authenticité fonde d'ailleurs souvent la réputation des produits agricoles. Et cela pourrait laisser penser certains croire, au travers d'une image d'Épinal, qu'agriculture et innovation sont deux mondes qui se parlent un peu. C'est tout le contraire, et les différentes interventions l'ont parfaitement montré. Les acteurs agricoles démontrent tous les jours que authenticité et innovation se conjuguent parfaitement. De très nombreux exemples d'innovation ont été cités depuis quelques minutes, les outils connectés, géolocalisés, les robots, les usages numériques, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la sélection variétale. Bref, les innovations sont innombrables, incroyablement diversifiées, déjà très largement présentes. Et l'innovation n'est d'ailleurs pas nécessairement technologique, ça a été évoqué aussi. Elle concerne aussi des adaptations de pratiques, parfois simples, parfois qui ne nécessitent rien d'autre qu'une idée et une prise de risque, qui peut pour autant apporter énormément d'avantages. Alors, les objectifs poursuivis par l'innovation, et donc qui concourent à différents objectifs, dont celle de la souveraineté alimentaire, ils sont nombreux ces objectifs. Ça a déjà été également largement cité. Je ne reviendrai pas sur la simplification du travail, la réduction de la pénibilité, la facilitation des tâches chronophages, ça a été largement développé. L'innovation permet également de développer le lien avec la société grâce au numérique, que ce soit pour communiquer sur le métier d'agriculteur via les réseaux sociaux, ou que ce soit pour mettre en relation plus directe les producteurs avec les consommateurs. C'est par exemple le cas de Consocantal. Consocantal avait en 2021 apporté le lancement. L'innovation apporte également des réponses aux demandes sociétales, en permettant de raisonner plus facilement les apports d'intrants, en permettant d'agir en faveur du bien-être des animaux. On a cité un certain nombre d'exemples, les capteurs d'ambiance dans les bâtiments. Il y a bien un objectif de bien-être animal derrière aussi, un objectif de performance effectivement zootechnique et donc économique. Enfin, je dis enfin, c'est dans mon propos que je dis enfin, parce qu'on ne va pas égrener tous les objectifs, donc je m'arrêterai à celui-là, il y en aura encore bien d'autres, mais enfin, l'innovation est également un puissant facteur d'adaptation et de transition, notamment face au changement climatique, et on a déjà cité l'exemple de la sélection variétale dans les interventions précédentes. Voilà, donc, l'agriculture française est en fait tout simplement engagée dans une troisième révolution agricole pour construire une agriculture plus souveraine,
toujours plus durable et plus résiliente. Et l'innovation nous aide à cela. Alors le thème spécifique du numérique a fait l'objet d'une feuille de route de la part de l'État, agriculture et numérique, qui a été lancée en 2022 au Salon de l'agriculture par Julien de Normandie, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. On avait une notion de souveraineté dans le titre du ministère à l'époque. Et Cédric Roux, qui était secrétaire d'État à la transition numérique. Alors je ne vais pas égrainer toutes les actions qui sont dans ce plan d'action, simplement mentionner sa première, et j'en passe rapidement sur les autres. La première action, ça concerne la formation et le conseil agricole. Parce que l'utilisation des outils numériques nécessite bien entendu un renforcement de la compétence numérique dans les diplômes. Et les établissements d'enseignement agricole adaptent leur formation à cette réalité. Et donc c'est pour moi ici l'occasion de saluer le travail des équipes d'Éric Casassu et au lycée agricole d'Aurillac, mais également le travail de tous les autres établissements qui œuvrent à ce sujet. Et sur le thème du conseil, les chambres d'agriculture de notre côté développent des outils, accompagnent les agriculteurs pour qu'ils puissent effectivement tirer le meilleur parti de toutes ces avancées technologiques. Et donc c'est également pour moi l'occasion de saluer le travail de la Chambre d'agriculture du Cantal, favoriser l'innovation et de laisser personne au bord de la route. Voilà, je ne mentionnerai pas toutes les actions de ce plan d'action, mais je sauterai directement à la dernière, qui concerne effectivement l'accompagnement qu'apporte l'État à l'innovation en agriculture, de manière à avoir demain l'agriculture la plus résiliente, la plus performante possible dans un objectif de souveraineté. Et donc l'État soutient les entreprises innovantes, ce qu'on appelle la French Agritech, a été lancée afin de soutenir l'innovation dans les startups françaises, les startups de l'agriculture, l'agritech, et les startups de l'alimentation, la foodtech. Et donc c'est un programme d'accompagnement au niveau de l'État. Et en complément, il me faut citer le programme France 2030, dont le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a lancé un dispositif qui s'appelle Équipement pour la troisième révolution agricole, lors du dernier salon de l'agriculture au début du mois de mars, avec une enveloppe de 400 millions d'euros à destination de l'innovation agricole dans les fermes. L'objectif de ce programme de France 2030, et là je reprends les termes du ministre, il est de permettre de rendre l'innovation concrète en massifiant son déploiement dans l'agriculture, les cours de ferme, aux parcelles et aux salles de traite. Voilà, donc en synthèse, et il me semble que ce sera une synthèse qui va au-delà de ce que j'ai pu dire, parce qu'on a finalement dit beaucoup la même chose, chacun avec nos propres mots. On peut constater ensemble que l'agriculture regorge déjà d'innovation, que les acteurs impliqués sont très nombreux aux côtés des agriculteurs, qui eux-mêmes se montrent particulièrement moteurs dans ces démarches d'innovation. Nous constatons également que le champ d'innovation, il est incroyablement vaste. Il y a donc certainement matière pour des échanges particulièrement riches. Aussi, je souhaiterais conclure en félicitant les équipes du Conseil départemental de la Chambre d'agriculture pour l'organisation de ce 4e forum Smart Agri et souhaiter à tous les participants de bons travaux pendant cette journée. Merci. Monsieur Peugeot, mot de la fin de transition, puisqu'on tout de suite, Bruno Faure, on va écouter les témoignages de terrain, d'agriculteurs, enfin de représentants d'agriculteurs qui ont mis en place les dispositifs proposés par le dispositif innovation du département. C'est Christophe Vidal qui va nous en parler. Je vous laisse le mot de la fin de cette première séquence. Oui, non, simplement, je crois que les différents intervenants ont bien mis en évidence ce qu'on entendait par innovation, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très large. Et surtout, je crois que celle-ci doit être partagée effectivement par les utilisateurs. C'est vrai que dans ce monde de l'innovation, on a à la fois des créateurs d'innovation, des startups qui imaginent des outils qui peuvent faciliter la vie, développer des activités. Encore faut-il que celles-ci se soient bien appropriées par des utilisateurs, et à un moment donné, il est important qu'il y ait un échange entre ces deux mondes, entre ceux qui créent et ceux qui utilisent, ceux qui sont confrontés à des difficultés et qui aimeraient bien qu'on arrive à apporter une réponse à celle-ci. Et je crois que c'est tout l'intérêt effectivement de ce Smart Agri. De toute façon, c'est de rassembler
faiseurs du possible, et puis ceux qui sont confrontés à des difficultés, de manière à ce que ces outils répondent parfaitement aux besoins qu'en auraient en particulier les agriculteurs et les éleveurs aujourd'hui. Ça veut dire que la nature de l'installation joue plus que finalement le bonhomme lui-même. Voilà. Mais il est vrai qu'en bovin allaitant, les marges sont beaucoup moins importantes. Qu'en bovin laitier ici, surtout que vous avez des AOP. Hein. Quand vous vendez du lait ici, que vous transformez, vous êtes à 1 000 € les 1000 litres.